Le voyage familial a été annulé. Mais ensuite j'ai vu les publications, bagages assortis, photos au bord de la piscine, blagues privées. Ils ont fait le voyage sans moi. Je n'ai rien dit. 2 jours plus tard, ma sœur m'a envoyé un SMS, « Peux-tu transférer 500 $ pour la facture médicale de maman ?» J'ai répondu, « Bien ». Puis j'ai appelé la clinique et leur ai demandé de facturer directement ma mère. Ce soir-là, 39 messages ont illuminé mon téléphone. N'oublie pas que nous sommes ta famille. J'ai découvert qu'ils étaient partis sans moi parce que ma sœur n'avait pas pu résister à l'envie de poster une photo. Le même Airbnb que nous avions choisi ensemble. J'ai reconnu la vilaine peinture de palmier sur le mur derrière eux. Le même week-end, le même signe gonflable dont nous avions plaisanté en disant que nous allions le louer. Tous les trois, souriants, bronzés, boissons à la main, comme si de rien n'était. Et moi? Pas même mentionné. J'ai fait défiler 2 fois vers le haut, juste pour être sûr de ne rien avoir manqué. Une blague? Une légende? J'aurais aimé que Carter soit là, ajouté pour les apparences? Rien. 3 jours plus tôt, maman m'avait appelé pour me dire que le voyage était annulé. Elle a dit qu'il y avait un problème avec la réservation, Airbnb avait doublement réservé la maison. Elle avait l'air agacée, mais pas surprise. Elle a dit qu'il serait remboursé pour les vols et que nous réessayerions à l'automne. Je ne l'ai pas remise en question. Je veux dire, quelle raison aurais-je eu? Nous avions planifié cela pendant des semaines. Papa a dit que ce serait l'occasion de « renouer les liens ». Il a effectivement utilisé ce mot « renouer les liens ». Ils sont même venus à mon appartement pour en parler, ce qu'ils ne font que lorsqu'ils veulent emprunter quelque chose. J'ai pris des congés, j'ai payé ma part de la compte à l'avance. C'est moi qui ai trouvé la maison en premier lieu. Diable, tout le voyage devait célébrer le fait que ma sœur avait enfin obtenu son permis. Je lui ai donné toutes les leçons, je suis resté assise à côté d'elle pendant qu'elle calait aux intersections et paniquait au feu jaune. Ils m'ont dit que le voyage était annulé, puis ils sont partis sans moi. Les publications n'étaient pas simplement occasionnelles. Elles étaient suffisantes. Ma sœur avait des légendes comme « énergie de conductrice »,« vernis à ongles dragon » et « les voyages en famille sont différents quand je ne suis plus la passagère ». Elle ne tague jamais personne, mais les commentaires ont montré clairement qui était là, des voisins que je n'avais pas vus depuis des mois déposant des émojis en forme de cœur, des cousins éloignés partageant des blagues privées. Quelques personnes ont demandé où j'étais. Personne n'a répondu. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas appelé. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'ai juste regardé les photos continuer à arriver, comme s'ils se moquaient de moi, comme si je n'avais pas d'importance. Puis, 2 jours plus tard, ma sœur m'a envoyé un message, et « Peux-tu envoyer 500 $ pour les médicaments de maman ?» Sa tension artérielle a grimpé pendant le vol de retour. Ils doivent ajuster son ordonnance. Aucune explication, aucune excuse, retour aux affaires comme d'habitude. J'ai répondu, bien sûr. Puis j'ai appelé la clinique et leur ai demandé de facturer directement ma mère. Je leur ai donné son nom complet, son adresse, tout ce dont ils avaient besoin. J'ai dit que je ne couvrirais plus aucune dépense. La réceptionniste a semblé surprise. Elle a dit, « Êtes-vous sûr ?» J'ai dit, « Oui, j'étais sûr. » Ce soir-là, j'avais 39 messages sur mon téléphone, maman, papa, ma sœur, quelques parents avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, même mon voisin, celui qui m'avait emprunté mon souffleur de feuilles et ne me l'avait jamais rendu. Des messages comme « N'oublie pas que nous sommes ta famille, ta mère ne va pas bien, ce n'est pas toi, ne laisse pas l'argent nous séparer. » Aucun d'eux n'a expliqué pourquoi ils étaient partis sans moi. Aucun d'eux n'a dit qu'ils étaient désolés. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. Pas de façon spectaculaire, rien de bruyant ou d'explosif, juste calme, froid. Je n'ai bloqué personne. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas écrit de grands coups de gueule sur les réseaux sociaux. J'ai juste commencé à penser à chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, chaque demande de dernière minute, chaque urgence que seul mon portefeuille pouvait résoudre, chaque fois qu'ils passaient avec les mains tendues. Ils venaient toujours vers moi comme si c'était attendu, comme si c'était mon rôle, comme si je n'existais pas en dehors de ce que je pouvais donner. Ils pensaient pouvoir m'effacer du voyage et me brancher ensuite comme si de rien n'était. Ils avaient tort. Et cette fois, je n'allais pas me taire à ce sujet. Les premiers jours après que je les ai mis à l'écart ont été calmes, trop calmes. Personne n'a frappé à ma porte. Pas de visite surprise.
Pas d'appel culpabilisant. C'était presque étrange, comme s'ils se regroupaient, cherchant leur prochaine étape. Ma mère a toujours dit que notre famille était unie, parce que nous vivions tous à une distance de portée de voix les uns des autres. Mais cela signifiait simplement qu'il y avait plus de gens pour faire des commérages, et je savais exactement comment cela s'était passé. Ils n'auraient rien dit à personne de la vérité ou qu'ils étaient partis en voyage et m'avaient laissé de côté comme si j'étais le chien de famille qu'ils avaient oublié de nourrir. Non, ils auraient dit que j'étais redevenu lunatique, que j'étais dramatique, peut-être même qu'ils auraient dit que j'avais refusé de venir parce que j'étais trop occupé ou que je me croyais supérieur à tout le monde. Cela a toujours été comme ça. Ils font des erreurs, je disparais, et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui finis par présenter mes excuses. Cette fois, je ne l'ai pas fait. J'ai juste attendu. 4 jours après la tempête de messages, mon oncle est arrivé. Il a été le premier. Il a frappé une fois, n'a pas attendu, a simplement ouvert la porte comme s'il habitait encore ici. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café. Il s'est arrêté sur le seuil et m'a regardé comme si j'avais poussé des cornes. Il a dit, « Qu'est-ce qui se passe entre vous et vos parents ?» Je n'ai pas répondu tout de suite, je l'ai juste regardé. Il a dit qu'il avait entendu dire que je coupais les ponts avec la famille, que maman pleurait, que papa ne dormait pas, que ma sœur s'était enfermée dans sa chambre après avoir crié sur tout le monde. Il a dit qu'il pensait que j'allais peut-être lui expliquer, puisque personne d'autre ne pouvait obtenir une réponse claire. Alors je lui ai tout raconté. Je lui ai dit qu'ils avaient menti au sujet de l'annulation du voyage. Qu'ils étaient partis sans moi. Qu'ils étaient revenus, et que la première chose qu'ils avaient faite était de demander de l'argent comme si de rien n'était. Son visage s'est affaissé au pas de façon spectaculaire, mais je l'ai vu, un éclair, un changement. Il n'a même pas essayé de les défendre. Il a juste hoché la tête une fois, a dit « d'accord » et est parti. J'ai pensé que ce serait peut-être tout, mais ce ne l'était pas. Parce que 2 jours plus tard, ma cousine Riley m'a appelé. Elle a dit qu'elle était fière de moi. Cela m'a plus choqué que tout. Riley a toujours été neutre, flottant au-dessus du drame comme si elle était trop intelligente pour s'impliquer. Elle m'a dit que j'avais fait ce qu'il fallait, que tout le monde savait que mes parents s'appuyaient trop sur moi, que ma sœur était là, fille dorée, et qu'on s'attendait toujours à ce que je rattrape le retard. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait jamais rien dit avant. Elle a dit, « Parce que tu as toujours fait comme si ça ne te dérangeait pas, je suppose que oui. » Et puis les histoires ont commencé à affluer au pas de mes parents, mais des gens autour d'eux. Il s'avère que plus de gens avaient remarqué que je ne le pensais, comment ils ne m'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, comment les succès de ma sœur portaient toujours mes empreintes digitales, comment j'étais toujours invité aux événements tardivement ou pas du tout. J'ai commencé à réaliser que ce n'était pas seulement à cause du voyage. Le voyage a été le coup final, la partie qui a fait que tout le reste s'est mis en place. Il ne m'avait pas oublié, il m'avait exclu volontairement parce qu'il le pouvait. Parce qu'il savait que je serais toujours là après, toujours serviable, toujours poli, toujours fiable. Mais cette fois, je ne l'étais pas. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu sentir l'équilibre changer. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'effondre si vite. Au début, ce sont de petites choses, un courriel mal envoyé de maman concernant sa facture d'électricité, papa a envoyé un SMS pour demander si je me souvenais du nom d'un mécanicien en ville, faisant comme si nous étions toujours en bons termes. Ma sœur a publié une photo de nous deux datant d'il y a 3 ans avec la légende « Certaines personnes font simplement partie de vous pour toujours ». Aucun tag, juste assez vague pour obtenir de la sympathie et juste assez faux pour me rendre malade. Je n'ai répondu à personne. Je n'ai pas réagi. Je ne l'ai même pas laissé m'atteindre jusqu'à dimanche, lorsque j'ai vu mon père à la station-service. Il n'utilise même pas cette station, il a une routine, il va toujours à celle qui se trouve près de chez lui. Alors le voir là, 2 pompes plus loin, me regardant faire le plein comme si nous étions des étrangers, c'était évident. Il s'est approché finalement, avait l'air mal à l'aise, comme s'il essayait de comprendre quelle version de moi il allait obtenir. Il n'a pas demandé comment j'allais, il a juste dit « Alors tu fais vraiment ça, hein ?» Je n'ai rien dit. Il a commencé à parler. Il a dit qu'il n'avait pas voulu me faire de mal, que ce devait être une escapade rapide, quelque chose de léger, rien de sérieux, qu'il pensait que j'aurais été trop occupé, que peut-être je n'aurais même pas voulu y aller. Puis il a essayé de me faire porter le chapeau, il a dit que j'aurais dû passer et en parler au lieu de « jouer les victimes ». Ce mot, « victime », touche quelque chose de brut. Je lui ai juste demandé, si je n'avais pas vu les photos, m'auriez-vous jamais dit la vérité ?
Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il n'avait pas de réponse. Il a marmonné quelque chose au sujet de ne pas vouloir se battre et est parti. Ce soir-là, maman a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal plein de larmes. Elle a dit qu'ils avaient fait une erreur, que c'était tout pour ma sœur, qu'elle faisait enfin quelque chose de bien et qu'il ne voulait pas la gâcher. Elle a dit qu'il pensait que je comprendrais. Puis elle a dit, nous ne pensions pas que cela vous affecterait autant. Cette seule phrase m'a tout dit. Elle ne pensait pas que cela importerait parce qu'ils n'ont jamais pensé que j'avais de l'importance, pas de cette façon, pas assez pour considérer ce que cela ferait de se sentir exclu, mentir, effacé. Le lendemain, ma tante a appelé la seule qui ne prend pas parti, ou du moins qui fait semblant de ne pas le faire. Elle a dit que mes parents perdaient pied, que maman pleurait constamment, que papa ne mangeait pas, que ma sœur s'accusait elle-même, s'enfermant dans sa chambre, refusant de parler à qui que ce soit. Puis elle a dit ce que tout le monde avait évité de dire, ils ont besoin de toi, Carter. J'ai failli rire. Ils avaient besoin de moi. C'est toujours là que tout cela se résumait, pas l'amour, pas la famille, pas le respect, juste le besoin. Ils avaient besoin de moi lorsque les factures étaient dues, lorsque les voitures tombaient en panne, lorsque les ordonnances devaient être remplies, lorsque ma sœur avait besoin d'un moniteur d'auto-école, lorsque quelque chose devait être sacrifié pour qu'elle puisse gagner. Et j'ai donné à chaque fois. J'ai dit à ma tante, ils n'ont besoin de moi que lorsque cela ne leur coûte rien. Elle n'a pas discuté. Elle a juste dit, tu n'as pas tort, mais tu as toujours été celle qui a maintenu l'unité. J'ai raccroché et je suis restée assise avec ça. Est-ce que je faisais la bonne chose? Cette question a commencé à s'insinuer, rongeant les bords non pas parce que je pensais qu'il méritait le pardon, mais parce que je ne savais pas ce que le maintien de la ligne finirait par faire de moi. Je n'étais plus en colère, j'étais fatigué, engourdi, essayant juste de passer une journée sans que quelqu'un ne vienne chercher un morceau de moi. Ce soir-là, je suis allé me promener dans le quartier. Chaque lumière de véranda ressemblait à un œil. Les gens ici parlent. Je savais que l'histoire avait déjà muté, j'étais ingrate, je changeais, j'étais égoïste, je m'en fichais au plus maintenant. Mais je savais que ce n'était pas fini. Ce n'était pas encore une revanche. Ce n'était que le prélude. Ils sont apparus sans prévenir. C'était un mercredi, juste après 18h. J'étais à la maison, à moitié à écouter de la musique tout en triant mes factures quand j'ai entendu frapper à la porte, pas le genre de frappe décontractée, une frappe régulière, délibérée. J'ai regardé par le Judas, et les voilà, maman, papa et ma sœur, tous debout ensemble comme un portrait de famille inconfortable. J'ai ouvert la porte mais je n'ai rien dit. Ils non plus. Maman a demandé s'ils pouvaient entrer. Je me suis mise de côté. Ils se sont assis comme des étrangers dans mon propre appartement. Personne n'a touché à quoi que ce soit. Papa a regardé autour de lui comme s'il n'y était jamais allé auparavant, même s'il avait autrefois installé mon four à micro-ondes à moitié ivre et en jurant tout le temps. Ma sœur était assise raide, comme si elle se préparait à une leçon. Maman a fixé le sol jusqu'à ce qu'elle commence enfin à parler. Elle a dit qu'ils avaient tort, qu'ils n'auraient pas dû partir sans moi, qu'ils ne pensaient pas que je le prendrais si personnellement, ce qui ressemblait plus à une excuse qu'à des excuses. Elle a appelé cela un « mauvais jugement ». Elle a dit qu'ils avaient paniqué lorsque l'idée était venue de partir quand même et qu'ils ne savaient pas comment me dire la vérité. Je n'ai pas répondu. Je voulais entendre ce pourquoi ils étaient vraiment là. Ma sœur a ensuite pris la parole. Elle ne s'est pas excusée, pas exactement. Elle a dit qu'elle n'avait pas voulu que ce soit une grosse affaire, qu'elle avait supposé que je serais agacé pendant le voyage de toute façon et qu'elle ne voulait pas gérer ça, que ce devait être son moment. Je lui ai rappelé qu'elle avait réussi son examen grâce à moi, que si je n'avais pas passé des heures dans des parkings vides et des routes à 2 voies sous la pluie avec elle, elle serait toujours en train de le rater. Elle a juste dit, je sais. Puis elle a fait une pause. Elle m'a regardé et a dit, tu as toujours été celle qui n'avait besoin de rien. Cette phrase m'est restée en tête. Papa s'est raclé la gorge et a finalement parlé. Il a dit qu'il ne savait pas comment cela avait pu aller si mal. Qu'il me manquait. Que maman n'avait pas été elle-même. Qu'il ne s'attendait pas à ce que j'aille si loin avec le silence, l'appel à la clinique, le refus de répondre. Il a dit que c'était comme perdre un membre. Ils ont demandé si nous pouvions faire la paix, peut-être aller dîner la semaine prochaine, recommencer. J'ai dit que j'y réfléchirais. Ils semblaient soulagés, mais je n'ai rien promis. Je ne le faisais pas pour eux,
j'avais juste besoin de voir si je pouvais même m'asseoir à leur table sans penser à la facilité avec laquelle ils m'effaçaient. Lorsqu'ils sont partis, ma sœur a été la dernière à sortir. Elle a hésité et a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Elle a dit, je sais que tu prévois quelque chose. Ne le rends pas permanent. Je n'ai pas répondu, j'ai juste fermé la porte. Je n'avais rien dit à personne. Mais cette phrase où elle m'a dit qu'elle me connaissait mieux que je ne le pensais. La vérité était que je ne prévoyais encore rien, pas exactement. Mais l'idée de les laisser revenir me semblait comme les laisser recharger. Je savais comment ça se passait, la paix, puis la pression, une semaine tranquille, puis une autre demande. Et lorsque la première faveur est arrivée, une semaine plus tard, comme un mécanisme d'horloge, je l'ai laissé non lu. Parce qu'une partie de moi avait commencé à élaborer un plan. Et cette fois, cela ne se terminerait pas par d'autres excuses. La première demande est arrivée une semaine plus tard, exactement comme je le savais, et, penses-tu pouvoir nous avancer $200, juste jusqu'à vendredi? Il y a eu des problèmes. Ma mère l'a envoyé comme si elle commandait une pizza, aucun suivi, aucune explication, juste la même dépendance occasionnelle qui s'était incrustée dans les os de notre famille il y a des années. Je n'ai pas répondu ni à la première, ni à la seconde. Lorsque le troisième message est arrivé 2 jours plus tard, je ne suis pas sûr si tu as vu ça. On est un peu coincé, je l'ai laissé non lu pendant des heures avant de le supprimer sans l'ouvrir. Je savais que cela apparaîtrait de son côté, message remis, non vu. C'était intentionnel. C'est à ce moment-là que le ton a changé. J'ai reçu un message vocal de papa. Sa voix était calme, mais prudente, comme s'il essayait de ne pas casser quelque chose qui était déjà fissuré. Il a dit qu'il savait qu'ils avaient fait une erreur et qu'ils essayaient vraiment de faire mieux. Il a dit que les choses étaient juste serrées ces derniers temps et qu'ils apprécieraient l'aide. Je n'ai pas rappelé, mais j'ai commencé à planifier au pas une vengeance de manière spectaculaire, qui brûle les ponts, rien que vous ne verriez dans un film, juste des ajustements silencieux. J'ai changé le mot de passe du compte Netflix familial. J'ai annulé la ligne supplémentaire qu'ils utilisaient sur mon forfait téléphonique, une ligne dont ils n'ont jamais reconnu qu'elle était la mienne. J'ai appelé le mécanicien en ville, celui qui m'appelait toujours au lieu de mon père pour le paiement, et je lui ai dit que Carter ne couvrirait plus rien pour cette voiture. Ensuite, je me suis retiré de la liste des contacts d'urgence de maman, en leur disant que si quelque chose se produisait, je ne serais pas responsable des soins de suivi ou de la facturation. Chaque fois que je faisais quelque chose, je m'attendais à des réactions négatives. Mais cela ne s'est pas produit pas immédiatement. Au lieu de cela, la politesse a commencé, celle qui est pire que la colère. Maman a laissé de la soupe à ma porte et n'a pas frappé. Papa a envoyé un long texto expliquant que la famille ne fait pas toujours les choses correctement, mais que nous devons continuer à nous montrer. Ma sœur a envoyé une photo de notre enfance dans la cour arrière en tenant des cierges magiques. Aucune légende, juste de la nostalgie utilisée comme arme. C'était subtil, conçu pour m'attendrir, mais il était déjà trop tard. La vraie fissure et tout est venue de quelqu'un qui n'avait même pas l'intention de causer des problèmes. Mon cousin Tran m'a appelé. Il a dit qu'il avait croisé mes parents à l'épicerie, et qu'ils avaient mentionné la possibilité de transférer bientôt la maison. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a dit, tu sais, la transférer à ta sœur, puisqu'elle sera celle qui s'occupera d'eux plus tard, je suppose. Je n'ai rien dit, je suis juste resté assis avec ça. Alors c'était ça, aucune discussion, aucun avertissement. La maison, notre maison d'enfance, celle qu'ils appellent toujours, la nôtre, allait être transférée à elle en silence, dans mon dos. Tout comme le voyage, tout comme tout le reste. Elle a eu la célébration. Elle a eu l'attention. Maintenant, elle aurait la maison. Ils n'ont même pas essayé de me mentir à ce sujet cette fois-ci. Ils ne m'ont tout simplement pas inclus. Lorsque j'ai demandé à Tran s'ils avaient déjà commencé les démarches administratives, il est devenu bizarre. Il a dit qu'il avait peut-être mal compris, que je ne devais pas en faire toute une histoire. Mais c'était déjà toute une histoire. Je suis allé me promener ce soir-là ou une longue promenade, dans le vieux quartier, devant des maisons que je n'avais pas regardées depuis des années. J'ai croisé 3 personnes qui ont hoché la tête et ont dit « Salut, Carter », comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Ils n'avaient aucune idée qu'ils parlaient à quelqu'un qui disparaissait tranquillement de sa propre famille. J'ai pensé à toutes les fois où j'ai dit oui, à tous les moments où je les ai aidés, à tous les week-ends que j'ai sacrifiés, aux factures que j'ai couvertes, aux choses que je n'ai pas dites parce que c'était leur famille. Ce n'était plus de la colère,
pas même de la douleur. C'était de la clarté. Ils ne m'avaient pas simplement oublié, ils m'avaient utilisé. Ils m'ont gardé dans la boîte à outils. Et maintenant, ils donnaient les clés de la maison à quelqu'un qui pensait que je serais toujours là, au cas où elle se serait enfermée dehors. Alors j'ai pris une décision. La prochaine fois qu'ils demanderaient quelque chose, je dirais oui. Mais ce serait la dernière fois qu'ils s'y attendraient. Le message est arrivé un jeudi. C'était de ma sœur: salut, je sais que c'est un court préavis, mais la voiture de maman ne démarre pas, et elle a un rendez-vous chez le médecin à 15 heures. Peux-tu l'emmener? Je l'ai regardé pendant 1 minute. Mon pouce a plané sur l'écran. Puis j'ai tapé, bien sûr. Elle a répondu presque instantanément, merci. Sérieusement? Je suis arrivé à 14h45. Maman est sortie l'air surprise, peut-être même un peu suspecte, comme si elle ne pouvait pas croire que j'avais dit oui. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet. J'ai demandé si elle avait tout ce dont elle avait besoin. Elle a hoché la tête. C'était tout. À la clinique, elle m'a demandé si je pouvais attendre. J'ai dit que j'avais des courses à faire. Je n'en avais pas. Je suis allé directement au bureau du comté. C'était calme, comme le sont les bâtiments gouvernementaux lorsque personne ne veut y être. J'ai demandé à parler à quelqu'un au sujet d'un transfert de propriété potentiel. La commis était gentille, polie, a récupéré le dossier de l'adresse de mes parents. Aucun transfert n'avait encore eu lieu, mais quelque chose avait été commencé, des étapes préliminaires, un examen du titre, un rendez-vous chez un notaire réservé pour le lundi suivant. J'ai demandé au nom de qui c'était, celui de ma sœur. J'ai demandé ce dont j'avais encore besoin pour le contester, si nécessaire. Je n'ai pas raconté l'histoire à la commis. Elle n'a pas posé de questions. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au petit supermarché de la 8e rue, j'ai rencontré Madame Develin, une voisine qui avait l'habitude de nous garder lorsque nous étions enfants. Elle a souri trop largement et a dit: « Je suis tellement contente pour ta sœur. Une grande étape. Tu dois être fier. » J'ai dit: « Ouais, vraiment fier. » Lorsque je suis rentré à l'appartement, je me suis assise sur le canapé et j'ai réfléchi à ce que je voulais, pas de vengeance. Ce n'était pas ça, plus maintenant. Ce que je voulais, c'était un levier, quelque chose qui les empêcherait de prétendre que j'étais facultatif. Alors j'ai pris une décision. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat au pas pour un procès, juste pour explorer les choses. Je lui ai dit que je voulais rassembler une forme de dossier financier, tous les paiements que j'avais effectués au cours des 5 dernières années pour mes parents, les réparations de voitures, le loyer que j'avais couvert en silence cet hiver-là, les ordonnances, tout. Il a dit: « Donc, vous vous préparez à une conversation ?» J'ai dit: « Je me prépare à être prise au sérieux. » J'ai tout imprimé, je l'ai mis dans un dossier, j'ai attendu. Puis, dimanche, j'ai reçu un texto de groupe de tous les 3, « Peut-on parler ?» Pas de pression. Juste un dîner. J'ai dit oui. J'ai apporté le dossier. Le dîner a été gênant, poulet rôti, purée de pommes de terre, légumes, personne n'y a touché. Maman a essayé de faire de petites conversations. Papa a dit qu'ils avaient pensé à un nouveau départ, qu'ils étaient fiers de la façon dont nous nous adaptions tous. Ma sœur a à peine parlé. Je les ai laissés terminer. Puis j'ai ouvert le dossier et je l'ai posé sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé papa. « Alice », j'ai dit, « tout ce que j'ai couvert pour cette famille depuis 2019. » Personne ne bougeait. J'ai dit: « Je ne suis pas en colère, j'en ai juste fini de faire semblant que rien de tout cela ne s'est passé. » Maman avait l'air confuse. Ma sœur s'est penchée en avant mais ne l'a pas touché. Puis je l'ai dit: « Je sais pour la maison. » Silence. Je ne la demande pas, mais je demande une reconnaissance. Que j'ai fait partie de cette famille et plus qu'un simple nom. Que mon aide a compté. Que je ne suis pas invisible. Papa a dit: « Nous ne pensions pas que ce serait une grosse affaire. » J'ai dit: « C'est le problème. » Je suis parti après ça, en leur disant que j'avais besoin de temps. Le lendemain, j'ai reçu un appel de ma sœur. Elle avait l'air en colère. Elle a dit que je les avais pris au dépourvu, que je faisais un gâchis de quelque chose qui était presque réglé. Je lui ai demandé si elle avait jamais eu l'intention de me le dire. Elle n'a pas répondu. Elle a juste dit: « Tu as dit oui pour aider. Puis tu as fait ça. » Et j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là, elle ne voulait pas de mon aide, elle voulait que je reste dans mon rôle, celui où je dis oui tranquillement,
toujours, quoi qu'il arrive. Mais je ne suis plus cette version de moi-même. Et s'ils veulent quoi que ce soit de moi à l'avenir, ils devront le demander très différemment. Mise à jour, la dernière fois que j'ai dit oui, je me suis dit que j'en avais fini. Je le pensais quand je l'ai dit. J'avais les reçus. Je les ai confrontés. Je me suis éloigné de la table. Pour une fois dans ma vie, je ne me suis pas plié lorsqu'ils ont poussé. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils m'ont atteint. Cela faisait quelques mois assez longtemps pour que le silence devienne confortable. Je les avais bloqués de partout, téléphone, réseaux sociaux, j'ai même dit à la pharmacie de ne pas m'appeler pour aucune de leurs ordonnances. Et je me débrouillais bien. Seul parfois, bien sûr, mais lucide, concentré. Puis ma mère m'a appelé d'un autre numéro. Je n'aurais pas dû répondre, mais je l'ai fait. Elle n'a pas pleuré cette fois-ci. Elle avait l'air épuisée, fragile, mais calme. Elle m'a dit que sa voiture était complètement tombée en panne et qu'elle ne pouvait pas se rendre à ses rendez-vous médicaux. Elle n'a pas demandé d'argent pas directement. Elle a juste dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait faire. Et je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai cru. Peut-être que je voulais la croire. Peut-être que j'avais besoin de penser qu'ils avaient changé, que je pouvais toujours être le bon fils sans me faire brûler. Alors je lui ai dit que je m'en occuperais. J'ai trouvé une voiture grâce à un collègue, rien de luxueux, juste une berline d'occasion décente qui fonctionnait bien, $2800 en espèces. Je l'ai transféré le lendemain. J'ai fait transférer le titre à son nom. J'ai même envoyé un texto à ma sœur pour la prévenir que c'était fait. Elle a répondu par un « merci, Redard ». Et c'était tout. Personne n'a mentionné le remboursement. Personne n'en a reparlé. Environ 3 semaines plus tard, j'ai croisé notre ancienne voisine devant le bureau de poste. Elle a demandé si j'aidais encore la famille, elle a dit qu'elle pensait que je les avais coupés après ce qui s'était passé avec le voyage. Cela m'a arrêté net. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit « Oh, je les ai entendus l'autre jour. » Ils riaient de la façon dont ils m'avaient eu à nouveau. Ils ont dit que tu leur avais envoyé de l'argent pour la voiture comme si rien ne s'était jamais passé. Que ta sœur a dit que c'était le plus facile à obtenir. Je n'ai rien dit, je suis juste retourné à ma voiture, la main tremblante. Je n'étais même pas encore en colère, juste stupéfait, embarrassé, comme si j'étais tombé dans une blague à laquelle tout le monde participait. Plus tard ce jour-là, je suis passé devant la maison. La voiture que je leur avais achetée était garée dans l'allée. Des plaques neuves. On aurait dit qu'elle n'avait même pas bougé. J'ai sonné. Ma sœur a ouvert la porte. Elle a été surprise pendant une demi-seconde, puis elle a souri. Quoi, a-t-elle dit, comme si elle attendait ça. Je lui ai demandé si c'était vrai au sujet de ce que la voisine avait dit. Elle n'a même pas scié. Ouais, a-t-elle dit. Alors j'ai demandé s'ils avaient l'intention de me rembourser. Elle a ri. Non, a-t-elle dit, pourquoi on le ferait? C'était notre vengeance. Pour toutes les années où tu nous as fait sentir comme des cas de charité. Je suis resté là, sans rien dire. Maman est entrée dans le couloir derrière elle et m'a simplement regardé. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas arrêté sa fille. C'était tout. Je suis parti, je suis monté dans ma voiture, je suis rentré directement à la maison, j'ai supprimé tous les numéros à nouveau définitivement cette fois. J'ai changé les serrures de l'appartement, j'ai signalé leur nom à mon propriétaire. J'ai dit à mon travail de ne pas transmettre de messages personnels si quelqu'un appelle pour moi. Je change de banque. Je m'assure qu'il n'y a plus aucun trou par où ils peuvent passer. J'ai perdu $2800. Cette partie est nulle. Mais ce qui fait vraiment mal, c'est de savoir qu'ils pensent que c'était une sorte de victoire. Qu'ils pensent que cela compense enfin le score. Comme si je n'étais pas celui qui les avait maintenus à flot pendant des années. Comme si je n'avais pas abandonné mon temps, mon argent, ma paix juste pour que les roues d'une voiture dans laquelle je n'étais même pas autorisé à monter restent sur la route. Alors oui, j'ai honte de les avoir laissés rentrer à nouveau. Mais c'était la dernière fois. Et cette fois, lorsqu'ils auront besoin de quelque chose et ils en auront besoin, il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura que le silence.